Merci d'être venus si nombreux pour cette première lecture de ce livre 8 ans. Julie Remacle, comédienne et désormais auteure liégeoise, en mêlant enregistrement, projection de dessins d'enfants et lecture live avec une énorme surprise. Je n'en dirai pas plus, je laisse la place à 8 ans. Je vous laisse découvrir ou redécouvrir le texte de Julie. Je remercie à nouveau, encore une fois, le Point Culture pour son accueil depuis le début du festival. Et bien sûr, un tout grand merci à Julie déjà pour cette lecture. Je vous souhaite un agréable moment. Une fois, un inspecteur est venu dans mon école. Mais pas pour inspecter un instituteur, sinon monsieur nous aurait prévenu le jour avant, comme il fait d'habitude. Attention, demain, un inspecteur va venir. Il nous passe en revue avec ses gros yeux de poisson, il s'arrête, il respire, il laisse un blanc. Je vous fais confiance. Non, cet inspecteur-là cherchait vraiment quelque chose, comme un vrai inspecteur de police. En fait, il cherchait quelqu'un. Vous pouvez me suivre, s'il vous plaît? C'est comme un miracle, quelque chose qui n'arrive jamais dans la vraie vie. Des grosses chaussures noires en plein milieu du jeu, au moment où je vais me faire tixer mon plus beau maillet. Je le récupère vite et je le planque dans ma poche. Franck hurle. Non, monsieur, c'est pas juste. Ça va, calmez-vous, Franck. Je suis désolé, mais c'est important. Je traverse la cour derrière lui en râlant. Je devrais plutôt dire merci pour le maillet, seulement je sais très bien où on va. On va dans le KGB pourri, local vidéo, salle de réunion, placard à eau de javel. Et c'est horrible. Ça donne l'impression d'être à la piscine, mais tu n'es pas à la piscine. Tu es dans une pièce minuscule, humide, glaciale, même si c'est l'été. Comme une cave au rez-de-chaussée. Et là, accroché au mur avec 2 vieilles punaises rouillées, il y a la pire affiche du monde. Celle qu'il ne faut pas regarder sinon tu fais des cauchemars, mais qui attire tes yeux quand même, quoi que tu fasses. Je respire un grand coup, comme si j'allais pouvoir tenir en apnée dans la javel. Je fais bien attention à ne pas tourner la tête vers l'affiche. Je fais un pas dans le KGB. Il y a un homme, assis sur une chaise. Ses jambes sont croisées comme une femme. Son pantalon de costume remonte un peu trop. On voit toute sa chaussette et même 1 centimètre de mollet pas très poilu. Il se lève. Il me tend la main. Bonjour. Je recrache tout mon air d'un coup. Je vise sa cravate. C'est la première fois de ma vie que je serre la main de quelqu'un. Surtout quelqu'un qui a un costume de James Bond. On s'assied tous les 3 sur les 3 chaises pourries qui sont là. Voilà, comme ton professeur te l'a dit, je m'appelle donc Monsieur De Vos et je travaille à la communauté française. Tu sais ce que c'est, la communauté française? Dans la panique, mes yeux percutent l'affiche. Le visage tout bleu, plein de cicatrices, mal recousu. Sans ceinture, à 50 km/h. Boum! Je sens mon léo remonter. Je ferme les yeux. Je respire pour essayer de me calmer, mais il n'y a que de la javel qui rentre dans mon nez. La communauté française. Dans ma tête, je vois une ferme. Mais ça m'étonnerait fort que la communauté française soit une ferme. Pourtant, je sais que ça a un rapport. Un coq. Il y a un coq rouge, avec le soutien de la communauté française. C'est dit à la fin d'une pub. Une pub avec un coq rouge qui passe à la télé. C'est ceux qui soutiennent. C'est ceux qui tiennent les sous. Mais c'est un piège. Parce que ça passe que sur la RTB. Donc c'est pas des Français. Oui. À la bonne heure. Et tu sais bien sûr ce qui se passe le 27 septembre. Quelque chose de bizarre m'arrive, comme si quelqu'un d'autre parlait dans ma bouche. La fête de la communauté française, l'homme est tout épaté. Oui. Et donc, à cette occasion, nous aimerions trouver un élève. Qui ferait quoi, cet élève? Eh bien, qui écrirait un texte. Et il parlerait de quoi, ce texte? Eh bien, il nous parlerait d'une école, bien sûr. Mais pas n'importe quelle école. Une école dans le futur. Et comment sera-t-elle, cette école dans le futur? Non, ne réponds pas, je vais te le dire. Elle sera idéale. Et comment sera-t-elle, cette école idéale? Comment fonctionnera-t-elle? Qu'est-ce qu'elle aura en plus qu'aujourd'hui? Est-ce qu'il y aura, je ne sais pas moi, des ordinateurs par exemple, ou des tableaux en 3 dimensions, ou je ne sais pas moi. Après, la deuxième étape, c'est de lire ce texte lors de la grande fête de la communauté française, qui aura lieu où ça? À Bruxelles le 27 septembre. Et qui sera présent à cette fête? Eh bien, des gens importants comme des parlementaires, mais aussi des ministres. Donc attention, c'est une mission importante, ce n'est pas quelque chose qu'on prend à la légère. Et figure-toi que parmi tous les élèves, de toutes les classes, de toutes les écoles de la communauté française, c'est à toi que je m'adresse aujourd'hui. C'est un petit honneur qu'on te fait là, hein? Qu'en penses-tu? Ben, je veux bien. Alors c'est parfait. Je te souhaite bonne chance. Il se lève, je me lève, on se serre la main. Ça va vite, les expériences. Je commence par penser à mon école.
qui n'est vraiment pas idéal du tout. Les panneaux de basket n'ont jamais eu de filet, beaucoup de pavés dans la cour sont défoncés. L'hiver dernier, les toilettes ont gelé, on fait gym dans le réfectoire, du coup ça sent la transe quand on mange, mais le week-end c'est aussi une salle de fête, du coup ça sent la bière quand on fait gym le lundi. Pour avoir des nouvelles crosses du New York, on est obligé de vendre des porte-clés Walibi. On n'a pas de dîner chaud, on mange des tartines tous les jours, gouda et saucisson jambon pour moi, américain quand il y en a. Sauf le vendredi, quand les mamans viennent faire des frites et des hamburgers. Une fois, elles ont même fait des gaufres à la crème fraîche, c'était trop bon. On a des vieux bancs avec une rainure noire et un trou pour mettre l'encrier, comme à l'an 40. Quand il fait trop froid dans la cour, on se colle à un trou dans le mur où il y a du gaz qui sort, ça réchauffe, mais à mon avis, c'est pas très bon pour la santé. Sans parler du KGB pourri et de l'affiche qui fait peur. Pourtant, comment dire ? Pourtant, je l'aime bien cette école. Et pas qu'à cause de monsieur. Simplement, c'est notre école. C'est là qu'on vit, qu'on apprend, qu'on s'amuse, qu'on se débrouille. Ouais, on se débrouille beaucoup dans mon école. Peut-être que c'est pour ça qu'on l'aime tant. Parce que c'est une école qui n'a rien, mais qui se débrouille. Ça vient tout seul. Je parle en jeu, au présent, et je raconte une journée. Une journée dans la vie de mon école. Tous les petits problèmes et tous les gros. Et surtout comment on trouve des solutions. Des solutions bizarres, mais quand même des solutions. Comme faire pipi dans le pot pour dégeler les toilettes. Déjà faire fondre la glace avec son pipi, c'est génial, c'est trop marrant. Et après, monsieur peut nous expliquer que l'eau gèle à 0 degré et que notre pipi fait 37 degrés, parce que c'est la température du corps. Et voilà pourquoi ça a fondu. Alors que si notre école était parfaite, les toilettes n'auraient pas gelé et on l'aurait jamais su. Pendant tout le temps qu'il lit mon texte, monsieur sourit. Puis il me regarde dans les yeux. Mais loin. Il dit « Merci ». Pas « c'est bien » ou « il y a de bonnes idées ». Juste « Merci. » Maintenant, l'homme est là, dans le KGB pourri. Assis sur sa chaise, avec son pantalon qui remonte, sa chaussette et son bout de mollet. Il ne se lève pas. Il me tend pas la main. Alors, on a voulu faire de la résistance ? Un bruit de volcan. Le sol tremble. Les murs élargissent leurs fissures. J'ouvre ma bouche pour parler, mais je reste comme un poisson idiot. Qui t'a dit d'écrire ça ? Nouvelle secousse. Un gros morceau de plâtre se détache du plafond, juste au-dessus de moi, en plein dans le mille. Monsieur aussi reçoit des bouts de plâtre, secoue la tête pour les faire tomber. Mais personne. Je suis formel. Il s'agissait de parler de l'école du futur, pas des problèmes de l'école actuelle. D'une école sans problème, justement. Connard, si on met un filet au panneau de basket et du chauffage dans les toilettes, il y en aura plus de problème. Et voilà tes solutions. Au lieu de dire ça, je fonds en larmes en faisant des hoquets comme un bébé qui n'arrive pas à se ravoir. Je dis, d'accord, je vais écrire un autre texte. Que sur le futur. Je rentre à la maison en lambeaux et j'essaye. J'essaye vraiment, mais c'est dur, les idées viennent pas. Enfin, si, elles viennent, mais c'est pas des bonnes. Comme par exemple, imaginer que monsieur est remplacé par un robot. Est-ce que je voudrais que monsieur soit remplacé par un robot ? Non. Peut-être juste aider alors. Mais aider pour quoi faire ? Les photocopies ? Mais quand il va faire les photocopies, monsieur en profite pour fumer sa cigarette et nous pour foutre un peu le bordel. Alors ça voudrait dire que monsieur pourrait plus fumer sa cigarette et que nous on serait plus jamais quelques minutes tout seul. Ou alors on fait le contraire, monsieur va fumer sa cigarette et le robot nous surveille pendant ce temps-là. Mais alors c'est pareil, il peut quand même pas être tout seul et foutre le bordel. Alors on se met à râler, on s'énerve, on commence à dire des gros mots au robot, à lui jeter des boulettes de papier, un pot de colle, un plumier avec une équerre Aristo qui dépasse. Puis Ludovic sort son dictionnaire, et là c'est la guerre, le robot tombe, on lui crache dessus tellement on le déteste, tout le monde crache, même les filles, on lui donne des coups de pied, et il y a tellement de crachats que le robot s'électrocute, vaincu. Bonne idée, mais pas très idéale. Restent les ordinateurs et le tableau en 3 dimensions. On peut aussi dire que tout serait automatique, éclairage, le chauffage, le nettoyage, et qu'on ferait gym dans un stade olympique, et qu'à midi on aurait des repas à base de délicieuses pilules équilibrées. Miam, vive le futur. On va bien s'amuser. Le sourire de monsieur n'a rien à voir avec l'autre. Après, il ne dit pas « merci », il dit « ah ben voilà, c'est super ». Mais ça se voit que lui aussi, il se force à le croire. Toute la journée, je pense à ça. À ce texte pourri, au mensonge que j'ai écrit, tout ça parce que cet homme m'a dit de le faire, et à mon premier texte que j'aimais, que monsieur aimait, et qui disait la vérité même si elle est dure à croire. Ça sonne. Tout le monde s'en va. Je reste à ma place sans bouger. J'appelle monsieur. Je lui dis que ça va pas aller, que je peux pas le faire, que je ne le ferai pas avec ce texte-là, que si je dois vraiment lire un texte devant les ministres à la grande fête de la communauté française, c'est le premier, ou rien. Ça a été rien. Toi, l'enfant, t'es comme un adulte normal, sauf que toi, tu ne sers à rien. T'es pas autonome, t'es assisté par tes parents,
Eh ben, moi, les gens comme toi, je te les renvoie dans leur pays. Les enfants, ça sert à rien. Faut les brûler, comme au Brésil. J'habite une planète improbable, dans un pays improbable, près d'un fleuve. Ça s'appelle la Terre, la Belgique et la Meuse. Ça sent les frites, l'usine, la betterave. C'est souvent l'automne. Il y a une centrale nucléaire aussi juste à côté. Si ça explose, tout le monde est mort. D'après ce qu'ils disent, ça n'arrivera pas. Mais ils ne disent pas que si ça arrivait, on ne pourrait pas le savoir puisqu'on serait mort. Quelque part, tout le monde se doute bien que c'est très dangereux. Mais tout le monde s'en fout. Comme si on avait oublié. C'est chez nous, alors on est habitué. On part en vacances, on fait le concours du premier qui voit la mer. On revient, on fait le concours du premier qui voit la centrale. La voilà, comme elle est belle. 3 volcans qui fument, et les nuages qui montent, qui montent, qui montent, qui montent, jusqu'au ciel. Ça ne s'arrête jamais, comme si c'était la nature. C'est ça qui est trompeur, je crois. Chez nous, on est riche. C'est la démocratie. Ça veut dire que l'eau n'est pas précieuse, que des camions ramassent les poubelles et qu'on peut partir en vacances en avion. Ça veut dire aussi qu'on a des millions de supermarchés. Moins qu'en Amérique, mais quand même. On a aussi des millions de terrains de foot, des millions de pizzerias, des millions de magasins de jouets, des millions de cinémas, des millions de friteries, des millions de parcs d'attractions, des millions de piscines, des millions de zoos, des millions de patinoires, des millions de camionnettes de glace. Dit comme ça a l'air bien. Mais en fait, beaucoup de monde est malheureux. Les gens sont malheureux parce qu'ils ont mal. Partout. Au ventre, au dos, à la tête, aux racines, à cause de leur travail, de la pollution, et parce qu'ils ne savent pas qui ils sont, qui ils étaient. Ils ne savent pas qui ils seront non plus. Sûrement rien du tout. C'est très dur de vivre comme ça, dans le présent, sans passé et sans futur, sans rien savoir. J'exagère. On peut quand même savoir un peu ce qui va se passer. Pour ça, il faut regarder les Américains. Par exemple, au début, on n'avait pas de GSM. Puis, un jour, les Américains ont eu un gros GSM. Après, on a eu les gros GSM des Américains, et les Américains ont eu des GSM plus petits. Après, on a eu les GSM plus petits, et les Américains ont eu des GSM qui prennent des photos. Après, on a eu les GSM qui prennent des photos, et les Américains ont eu des GSM qui font de la musique. Après, on a eu les GSM qui font de la musique, et les Américains ont eu des GSM qui vont sur Internet, prennent des photos, font de la musique et téléphonent. Maintenant, on a les GSM qui vont sur Internet, prennent des photos, font de la musique et téléphonent, et les Américains ont des GSM qui font encore plus de trucs. Après, on aura les GSM qui font encore plus de trucs, et les Américains auront des GSM encore meilleurs. Après, on aura les meilleurs, et les Américains auront des GSM encore meilleurs, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on soit des robots et que la Terre explose. On nous apprend à être malheureux dès l'école primaire. On nous dit ce qu'il va nous arriver et ce qu'il faut faire. Toute notre vie, on va devoir travailler. Si on ne trouve pas d'emploi, on n'aura pas de maison, on ne saura pas payer le loyer, on sera à la rue et on devra fouiller dans les poubelles. C'est comme ça, on n'a pas le choix. Il faut travailler dès maintenant, sinon on augmente ses chances d'être pauvre plus tard. Si on rate une dictée ou si on fait trop de fautes dans un contrôle, c'est dangereux. Si on bavarde au lieu de se concentrer, là aussi on est sur une mauvaise pente, le toboggan qui va dans la poubelle des pauvres. Voilà ce qu'on nous dit pour ne pas qu'on profite de l'enfance et qu'on soit malheureux directement. Pour que ça aille plus vite et qu'on souffre moins plus tard. Parce que si on n'a rien connu d'autre, on n'aura pas de regrets. Avant, pour essayer de ne pas être malheureux, on répétait tout le temps « il ne faut pas se plaindre, on ne peut pas se plaindre, ne nous plaignons pas ». Parce que dans les autres pays, les gens meurent de faim et il y a la guerre. Mais maintenant, on le dit de moins en moins, presque plus du tout. On commence à se rendre compte qu'ici aussi, on peut mourir de faim. Et que peut-être un jour, la guerre reviendra. C'est dommage, parce que c'était un bon truc. Dans les films, il nous faut croire qu'on est les gentils et que c'est toujours les gentils qui gagnent. Mais en fait, dans la vie, c'est le contraire.
c'est les gentils qui perdent et les méchants qui gagnent. Et les méchants, c'est nous. Avant, les Noirs étaient nos esclaves. On leur faisait faire tout ce qu'on n'avait pas envie de faire, comme labourer les champs, vu qu'il n'y avait pas de tracteur, ou faire la vaisselle, vu qu'il n'y avait pas non plus de lave-vaisselle. Même avec des tracteurs ou des lave-vaisselle, ça n'aurait rien changé, parce que le tracteur, il faut le conduire, et le lave-vaisselle, il faut le vider et le remplir. Bref, on ne leur donnait pas un franc, juste à manger et à boire pour qu'ils survivent. On pouvait même leur donner des coups de fouet s'ils faisaient mal leur travail. On pouvait même leur donner des coups de fouet pour rien, pour s'amuser. Comme si on se disait, c'est normal. Moi, j'ai acheté quelque chose, un verre par exemple, donc j'ai le droit de le casser. On ne se rendait pas compte qu'un humain, même s'il est noir, ce n'est pas comme un verre. Un verre, ça ne peut pas avoir mal, ça ne peut pas non plus être heureux, c'est juste un truc. Un humain, ce n'est pas un truc. C'est un humain. Je dis qu'on est les méchants, mais c'est un tout petit peu plus compliqué quand même. Parce que les vrais méchants, c'est les Américains. Et nous, on n'est que les suiveurs des Américains. J'ai réfléchi pour savoir qu'est-ce qui est pire, être les vrais méchants ou les suiveurs des méchants. Je me dis que tant qu'à être les méchants, autant être les vrais. Être des suiveurs, ça fait un peu bébête, puisqu'on suit et qu'on n'a pas les idées nous-mêmes. Et tant qu'à être des suiveurs bébêtes, autant suivre les gentils. Donc, je pense qu'on est pire qu'eux. Le seul avantage par rapport aux Américains, c'est que nous, on ne croit pas en Dieu. Dieu a été inventé il y a très longtemps par les hommes des cavernes, parce qu'ils ne comprenaient rien à ce qui se passait. L'orage, par exemple. C'est dur à comprendre, un orage. Surtout quand on vient juste d'apprendre à faire un feu. Il faut savoir ce que c'est l'air, l'humidité, les molécules. Alors ils se sont dit, il y a quelqu'un dans le ciel responsable de tout ça. C'était plutôt logique à l'époque. Maintenant qu'on sait ce que c'est un orage, ça l'est beaucoup moins. Pourtant, en Amérique, le président est obligé de croire en Dieu. Et il doit dire « God bless America » dans tous ses discours. Nous, on a seulement un roi, qui croit en Dieu aussi, mais lui, c'est normal. Et il n'embête personne avec ça. Même quand il fait son discours à Noël, il ne peut pas dire « Dieu bénisse la Belgique ». S'il le faisait, tout le monde s'étranglerait avec son apéro, les vieux feraient des crises cardiaques, et le roi irait en prison. Chez nous aussi, il y en a qui croient. Mais ils sont moins, beaucoup moins. Et s'ils y croient, c'est beaucoup moins fort. Sauf mes voisins, qui ont une statue de la Vierge dans leur jardin. Eux, ils croient que si on est malheureux, c'est parce que Dieu nous punit. Et comme ils aiment bien Dieu, ils aiment bien être punis. C'est comme ça qu'ils arrivent à être heureux d'être malheureux. La fille de mes voisins a 7 ans. Elle s'appelle Marie, comme sa mère, ce qui n'est pas très original. Elle m'a dit une fois que comme nous, on ne croit pas en Dieu, on ira en enfer. Ça m'a bien fait rigoler. Alors, pour faire la maline, elle a dit qu'elle avait 2 papas, Alain et Jésus. Mais je lui dis que moi aussi, j'avais 2 papas, Patrick et Maurice. Et elle est partie en pleurant. Chez eux, on ne peut pas divorcer, même quand on ne s'aime plus. Sinon, on n'a plus le droit de croire en Dieu. On ne peut pas avorter non plus, même si son bébé est handicapé mental. Je sais aussi qu'on ne parle pas trop de tout ce qui est sexuel, parce que souvent, la petite Marie vient jouer chez nous, et puis on ne la retrouve plus. Elle est où, Marie? Elle se cache derrière le divan pour lire nos albums de réserve. Sa mère a téléphoné une fois pour prévenir maman, pour lui dire que chez nous, il y a des livres pour adultes et qu'il ne faut pas laisser traîner ça devant les enfants. Mais maman lui a dit que chez nous, on n'a pas de livres de cul, seulement des bonnes BD, et la grande Marie a raccroché. Des adultes pas malheureux, ça existe. J'en connais même beaucoup. Ça s'appelle des handicapés mentaux. Juste à côté de mon école, il y a une école spéciale, pour les adultes spéciaux. À l'intérieur, je ne sais pas ce qu'ils font, sûrement pas grand-chose. Mais ils ont récré en même temps que nous, dans la même cour. Et on leur apprend tous les jeux qu'on connaît. Sauf bise ou baffe, évidemment, parce que pour la bise, ils ne sont pas toujours très propres autour de la bouche, parfois carrément dégoûtants. Et pour la baffe, même s'ils ont des toutes petites mains et des tout petits doigts dodus, ils ont beaucoup trop de force. Il y a Isabelle, qui ne parle pas vraiment à cause de son bec de lièvre, mais qui crie tellement fort quand elle te poursuit que parfois tu crois vraiment que c'est un monstre. Pascal, le plus rapide de toute la cour, qui serait champion de rugby si seulement ils acceptaient les handicapés mentaux. Virginie, qui passe son temps à gratter la terre avec un petit bâton qu'elle transforme ensuite en épée à caca.
et Thomas, mon préféré, le seul qui ne ressemble presque pas à un handicapé. Lui, il ne joue jamais, comme s'il était trop intelligent. Il regarde le ciel et il attend, comme s'il cherchait quelque chose dedans. Pour le moment, c'est la crise. La crise de quoi? On ne sait pas. C'est comme ça qu'on dit. Pourtant, normalement, une crise, c'est quand il se passe quelque chose de grave et que ça ne dure pas longtemps, comme une crise d'épilepsie. D'un coup, on se met à gigoter dans tous les sens, on se mord la langue, et puis c'est fini. Chez nous, la crise dure depuis longtemps. Personne ne sait dire quand elle a commencé. En plus, il ne se passe pas grand-chose. Ou alors, il se passe tellement plein de choses que c'était comme s'il ne se passait rien. Il y a beaucoup de mots comme ça chez nous, des mots qui ne veulent rien dire. On se parle avec, mais ça ne sert à rien. Comme si tout ça, c'était du chinois. Maintenant, c'est les Chinois qui fabriquent tout. C'est eux qui sont riches et qui ont tout l'argent. Alors les Américains râlent, évidemment. Ils ne peuvent plus être les chefs du monde. Ils ont peur de devoir manger des chiens avec des baguettes, alors qu'ils ne savent pas se servir de baguettes et qu'ils adorent les petits chiens. Ce qui est drôle, c'est que pendant ce temps-là, pendant que les Américains ont peur de devenir des Chinois, les Chinois commencent à se transformer en Américains. Ils commencent aussi à manger des hamburgers et à devenir gros. Alors que normalement, un Chinois, ce n'est jamais gros. Qui va gagner, les hamburgers ou les chiens? On ne sait pas. Moi, je tiens avec les Chinois. Par rapport aux Flamands, tout le monde dit qu'on est plus sympa parce qu'on va plus souvent au café et qu'on aime moins travailler. Je ne sais pas si c'est vrai. J'ai juste été une fois aux eaux d'Anvers, mais je ne me rappelle pas. Ce qui est sûr, c'est qu'on est les plus pauvres. Parce que les Flamands nous détestent. Parce que c'est eux qui doivent travailler pour payer le chômage des Wallons. Alors que les Flamands, eux non plus, ils n'aiment pas travailler. Ils font mieux semblant, c'est tout. Ils font plus américains. Alors que nous, on fait plus ceux qui s'en foutent. Un jour, on a eu un drame. Il y a toujours eu des drames sur notre planète, dans toutes les époques et dans tous les pays. Mais ce drame-là nous est arrivé à nous. C'est pour ça que c'est notre préféré. Aussi parce qu'il est arrivé en même temps à tout le monde. Il est arrivé aux Wallons, aux Flamands, aux hommes, aux femmes et aux enfants. Il est arrivé même à ceux à qui il n'est pas vraiment arrivé, et même à ceux à qui il n'arrive rien. Ça a commencé au début de l'été, juste avant les grandes vacances. Un des premiers jours de l'année où le soleil commence à chauffer vraiment. Un jour où, pour une fois, les gens sont un peu heureux parce que ça fait des mois qu'on attend ça et qu'on n'en a pas encore marre de voir trop chaud. Un jour où tout le monde est dehors à faire les premiers vrais trucs d'été, comme arracher les mauvaises herbes ou s'arroser avec le tuyau. Ce jour-là, 2 petites filles partent se promener. Elles marchent tranquillement sur le trottoir, comme on leur a appris, en se tenant par la main parce que ce sont des meilleures amies. En fait, elles ne se promènent pas vraiment. Elles vont au pont de l'autoroute. De là, on a une vue incroyable sur le trafic et on peut faire coucou aux voitures et aux camions qui répondent en klaxonnant. Et ça, c'est très gai. Essayez de les faire tous klaxonner. Elles sont presque arrivées quand elles entendent derrière elles un bruit de moteur. Elles se retournent. C'est une camionnette blanche avec un monsieur barbu au volant. Il est perdu. Il s'arrête à la hauteur des petites filles. Il ouvre sa vitre pour demander son chemin. La rue des Cerisiers? Elle se gratte la tête pour se rappeler où c'est. Tu sais, toi? Non. Elle non plus, elle ne sait pas. Mais c'est normal de ne pas se rappeler parce que la rue des Cerisiers, ça n'existe pas. Pas par là, en tout cas. Et que le monsieur n'est pas perdu du tout. Mais ça, elles le comprennent trop tard. Au moment où elles sentent sur leur bouche un mouchoir au chloroforme qu'on leur met par derrière, comme dans Tintin. À la maison, la maman commence à s'inquiéter. Qu'est-ce qu'elles fabriquent encore, ces deux-là? Si jamais elles sont allées au pont de l'autoroute, ça va barder. Et la maman se prépare à les engueuler. Mais les aiguilles de l'horloge continuent à tourner. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. La maman est de moins en moins en colère. Elle a de plus en plus envie de pleurer. Tous ses ongles sont rongés en petits tas dans le cendrier. Alors, elle enfourche son vélo et elle pédale à fond vers le pont de l'autoroute. Elle arrive, personne. Elle jette un œil en bas. Les voitures roulent normalement. Ouf, elles ne sont pas tombées. La maman repart par le même chemin. Son cœur fait bang, bang. Pourtant, elle roule plus lentement cette fois, en essayant de regarder loin à droite et à gauche. Mais les petites filles ne sont nulle part. Alors, elle rentre chez elle et elle téléphone à l'autre maman qui arrive directement.
Elle décide de faire ce qu'il faut faire quand on ne peut plus rien faire. Appeler la police. Quand les petites filles se réveillent, elles sont prises au piège dans une cave minuscule peinte en jaune. La seule bonne chose, c'est la Sega. Il n'y a pas de cassette, mais Alex Kidd, ça suffira. Le monsieur qui faisait semblant d'être perdu arrive. Il dit qu'il est gentil et qu'il ne veut pas leur faire de mal. Puis, il les viole, tous les jours. Dehors, c'est le branle-bas de combat. On met des affiches partout. Julie, 8 ans, 1,28 m, yeux bruns, cheveux châtain clair, corpulence moyenne, portait un short bleu, un t-shirt rouge avec mini et des sandales assorties. Mélissa, 8 ans, 1,27 m, yeux bruns, cheveux châtain foncé, corpulence mince, portait une jupe orange, un t-shirt mauve et des baskets déjà plus très blanches. Leurs parents font passer un message à la télé, de leur jardin, où normalement ils devraient faire un barbecue tous ensemble. Ils ont des grosses cernes tellement ils ont pleuré et tellement ils sont fatigués. Ça ne donne rien du tout. Alors, c'est la panique. Les parents descendent nos vélos à la cave. Ils mettent des grilles au jardin. Ils vont acheter eux-mêmes leur paquet de cigarettes, leur journal et leur pain. Ils courent dans tous les sens, encore plus que d'habitude, mais à aucun moment ils ne relâchent la surveillance. Ils nous disent que si malgré toutes les mesures, un jour on se retrouve seul, et que si par malheur quelqu'un nous demande son chemin en nous offrant un bonbon, la chose à retenir c'est ne jamais prendre le bonbon. C'est sûrement du poison pour nous endormir. Du coup, même le morceau de boudin du boucher, on hésite à l'accepter. Tu ne peux mal, vas-y, tu ne peux mal. Voilà comment ça a commencé. Les parents nous ont fait prisonniers pour ne pas qu'on aille dans la cave, et cette année-là, tous les enfants dans mon pays ont vécu enfermés. Juste avant la fin des vacances, 2 autres filles, plus grandes cette fois, sont enlevées à la mer après avoir été hypnotisées dans un spectacle de magie. À la police, on est sur la piste de la camionnette blanche. Tous ceux qui ont une camionnette blanche et qui n'ont rien fait veulent s'en débarrasser. Mais personne ne veut en acheter une, évidemment. Alors on joue à se faire peur avec celle qu'on voit. Regarde, on vient te chercher. 1 an plus tard, le monsieur est enfin convoqué à la police. Comme il ne sait pas combien de temps ça va prendre, il demande à sa femme de s'occuper des petites filles, vu que les 2 grandes sont déjà mortes, de leur apporter à boire et à manger et de vérifier si tout va bien. Sa femme dit oui, et le monsieur part tranquille. À la police, on l'accuse d'avoir volé des camions, et on le met en prison. 1 jour passe, puis 2, puis 3. La femme ne tient pas sa promesse, elle ne fait rien. Les petites filles n'ont plus que des knick-knacks pour manger et presque plus d'eau. Le monsieur est toujours en prison et ne revient toujours pas. Bientôt, elles n'ont plus rien, alors elles meurent de faim et de soif. Quelques jours plus tard, le monsieur est enfin libéré. Quand il découvre que les petites filles sont mortes, il se fâche. « Pourquoi tu les as laissées crever? Je t'avais dit de t'occuper d'elles. » Mais la femme fait un regard désolé à son mari. « Excuse-moi, Marc, j'ai oublié. » Alors l'homme lui fait un petit bisou sur le front. « Ce n'est pas grave, ma chérie, ce n'est rien. » Et ils enterrent les petites filles au fond du jardin. Après, ça continue. L'homme enlève 2 autres petites filles avec sa camionnette blanche qui sont aussi violées. Jusqu'aux vacances au camping. C'est le matin, on sort des tentes, on s'étire, on se frotte les yeux pour se réveiller. Les mamans courent partout pour préparer le déjeuner et habiller les petits. Moi, je souffle sur le feu pour voir s'il reste des braises et je rajoute du bois. Parce qu'il ne fait pas chaud le matin près de la rivière, même en été. Et on aime bien boire notre Nesquik devant. On a retrouvé les petites. D'un coup, tout le monde se fige. On lâche les pyjamas, les casseroles, les cannes à pêche, les morceaux de bois, comme si on avait trop de choses dans les mains pour bien entendre. On a retrouvé les petites! On a retrouvé les petites! C'est pas vrai! On a retrouvé les petites! Tout le camping se met à hurler. Ça se répand dans les caravanes, dans les tentes, dans les oreilles de ceux qui sont déjà en train de pêcher bien plus haut sur la rivière. Ça se propage aussi vite qu'un feu quand on met de l'essence dessus. On a retrouvé les petites! On a retrouvé les petites! On a retrouvé les petites! Les gens accourent de partout pour voir le journal de celui qui a crié le premier. Les mamans nous embrassent et nous serrent dans leurs bras en essayant de ne pas pleurer, mais elles n'y arrivent pas. Et les papas aussi ont envie de pleurer. Ils serrent les mamans qui nous serrent et ils disent « ça y est, ils l'ont eu, c'est fini, c'est fini ». Mais ça n'est pas fini du tout. On amène des tracteurs pour creuser le jardin du monsieur et on découvre Julie et Mélissa enterrées dans le fond du jardin. On découvre aussi qu'un jour, quand elles étaient encore vivantes, les policiers ont frappé à la porte du monsieur et ils ont fouillé toute la maison. Mais la cachette était tellement bien faite qu'ils n'ont rien trouvé. Alors, tout s'effondre, comme si le pays était tombé dans un grand trou.
celui que le monsieur qui porte trop bien son nom avait creusé, pour les petites filles et puis pour nous. Les adultes de mon pays deviennent fous. Ils imaginent des complots, comme quoi les policiers ont fait exprès de ne pas les trouver parce que l'homme est protégé par les hommes politiques qui, eux aussi, violent des petits-enfants. C'est trop dur pour eux de supporter l'idée que les policiers auraient pu les sauver, mais qu'ils sont juste un peu nuls. Et le pire pour nos parents, c'est qu'ils sont obligés de répondre à nos questions. Oui, il y a des hommes qui violent les enfants. Les garçons aussi, c'est possible. Et il y a aussi des femmes qui ne font rien pour les sauver. C'est possible. Ça a été particulièrement dur pour ceux qui ne voulaient déjà pas parler à leurs enfants de l'amour normal. Comme mes voisins qui ont une vierge dans leur jardin. Bientôt, il n'y aura plus de Belgique. Les Flamands en auront trop marre de nous. Ils tueront Philippe et Mathilde avec une bombe, et tous ceux qui ne parlent pas flamand auront le choix. Soit être fusillés sur la grande place de Bruxelles, soit partir habiter dans les Ardennes, soit apprendre le flamand. Mais si on fait une seule faute, on est fusillé quand même. La seule solution, c'est qu'on gagne à la Coupe du Monde. Quand on aura gagné à la Coupe du Monde, tout sera différent. Ce sera comme à la fin d'un film. Tous les méchants se transformeront en gentils, tout le monde s'entendra bien, avec des ralentis sur des gens qui se serrent dans les bras, qui crient « Hurrah !» et voilà. En fait, je m'en fous de mon pays. Être belge, c'est nul, ça ne veut rien dire. De l'Europe aussi, je m'en fous. De tous les continents, c'est nous les pires. Même de la Terre, je m'en fous. On fait les malins, on se croit mieux que tout le monde, même que les extraterrestres, alors qu'on ne les connaît même pas et qu'on n'est même pas sûr qu'ils existent. Moi, j'espère vraiment qu'ils existent. Parce que si dans l'univers immense, il n'y a que nous, une planète bleue minuscule où tout le monde est malheureux, c'est vraiment triste. Un jour, on a 8 ans, et puis on meurt. La vie ne dure qu'un instant. Maintenant que j'ai 8 ans. Avant, je rêvais d'avoir 8 ans. Je regardais les grands de 8 ans dans la cour et je me disais qu'ils étaient vraiment impressionnants, vraiment grands. Et que c'est ça, avoir 8 ans. L'âge pour être grand. Je croyais que 8 ans, ça arriverait dans très longtemps. Et qu'une fois que j'aurais 8 ans, je me sentirais comme les grands. Mais en fait, je me trompais. Parce que maintenant, c'est arrivé. J'ai 8 ans. J'ai 8 ans et j'ai même pas eu le temps de dire ouf. J'ai même pas eu le temps de vraiment rêver avoir 8 ans. C'est passé tellement vite que je ne me suis même pas rendu compte qu'il y avait du temps qui passait. Et le pire, c'est que maintenant que j'ai 8 ans, je ne me sens pas comme les grands. Pourtant, j'ai 8 ans. En fait, mourir, on croit qu'un jour on va savoir ce que c'est et qu'on comprendra au moment où ça nous arrive. Mais je ne crois pas qu'on saura. Je crois que ce sera comme quand on s'endort. Quand on s'endort, on sent qu'on va s'endormir et puis on dort. On ne sent jamais le vrai moment où on s'endort. C'est trop tard à ce moment-là parce qu'on dort déjà. Mourir, ce sera comme ça. On sentira qu'on va mourir, on se dira je vais mourir et boum, on sera déjà mort. Tout le monde croit que je suis un garçon. Parfois, je dis que je suis une fille et on ne me croit pas. C'est pas possible que je sois une fille, parce que les filles, c'est pas comme ça. Déjà, ça n'a pas les cheveux courts, ça ne met pas des trainings tout le temps, ça ne dit pas des gros mots, ça n'aime pas le foot, et ça a des trous dans ses oreilles. C'est bête, une fille. Ça ne pense pas vraiment. Ça ne pense qu'à des trucs de filles, à des histoires de poupées et de maman, et à comment elles vont se coiffer demain. Souvent, j'ai envie de baisser ma culotte pour leur montrer. Mais ça non plus, ça ne se fait pas. Surtout quand on est une fille. Mon jeu préféré, c'est le bateau. On vit sur un bateau, avec ma petite sœur. Nos parents sont morts, on est très pauvres, on n'a rien, à part notre bateau. Il faut trouver à manger. Alors, on va au port ou dans la ville demander s'il n'y a pas du travail, des tout petits travaux qui ne durent pas longtemps, un jour ou deux maximum, quelque chose qu'un enfant peut faire, comme balayer la rue, ou nettoyer un bateau, ou faire la vaisselle dans un restaurant. La journée, on se sépare, on cherche, si on trouve, on travaille, et le soir, on se retrouve sur le bateau, on compte les sous qu'on a gagnés, et on voit combien de pommes de terre on peut acheter. De l'eau aussi, parfois du pain, mais c'est rare. Parfois, le magasin est fermé, et il faut attendre le lendemain. On a très faim. Alors, je me réveille très tôt pour aller faire les courses et faire une surprise à ma sœur. Pour manger au moins une pomme de terre avant d'aller travailler, sinon on a trop mal au ventre et on tombe dans les pommes. C'est très gai quand on mange une pomme de terre, comme si on n'avait jamais rien mangé d'aussi délicieux.
Évidemment, on mange la peau avec pour en perdre le moins possible. Quand ça va bien, qu'on trouve assez de travail, on peut économiser et faire quelques provisions. Alors, on part en mer. Là, c'est le bonheur. On est sur la mer, on a assez à manger, on est libre. Mais souvent, dans ces moments-là, une tempête arrive. Il y a des vagues énormes. Le bateau chavire. On a très peur. On se serre dans les bras. Parfois, ma sœur tombe à l'eau. « Attrape ma main !»« Je peux pas, ça glisse. Allez, vas-y, tu y es presque. Non !» Pour finir, je la repêche. J'appuie sur son ventre pour enlever l'eau de ses poumons. « Je t'en supplie, vis, ne me laisse pas, ne meurs pas. » Je pleure. Pour finir, elle se réanime, le vent se calme, le bateau se redresse. Mais on se rend compte que dans la tempête, on a perdu toutes nos pommes de terre. Alors, il faut retourner au port, chercher du travail et attendre d'avoir des sous pour s'acheter à manger et peut-être un jour repartir en mer. Le problème sur la Terre, c'est que personne n'a la même vie. Il y en a un qui habite dans un petit village qui a 3 vaches et qui collectionne les timbres, un qui habite dans une grande ville qui a 3 femmes et qui collectionne les voitures, un qui pêche en mer qui n'aime personne et qui a une grosse barbe, un qui attend un enfant qui tricote des petits bonnets et qui vomit, un qui tue des phoques qui fait des sudoku et qui vit dans un igloo, un qui cultive du riz qui ne sait pas lire et qui s'en fout, un qui est au chômage, qui déteste les chômeurs et qui se lève à 6 heures, un qui fuit son pays, qui boit du Fanta et qui se noie, un qui est ministre, qui joue au golf et qui a des servantes qui font tout, un qui fait la guerre, qui a du sang partout et qui n'a plus qu'un pied, un qui fait le tour du monde, qui tombe amoureux d'une japonaise et qui continue quand même, un qui vit dans la jungle, qui mange des lézards et qui n'a pas de slip, un qui est en prison, qui écrit des poèmes et qui s'évade, un qui travaille dans un zoo, qui adore ses animaux et qui n'a jamais fait l'amour, un qui reste devant son ordinateur dans le noir et qui ne mange que des raviolis, un qui vit dans un château, qui a 6 enfants et qui crève de froid, un qui est femme de ménage, qui a un chagrin d'amour et qui gagne au loto, un qui s'embête, qui vend des frites et qui fait régime parce qu'il est gros, un qui vit dans les montagnes, qui fume comme un pompier et qui est pédé, un qui fait la manche, qui sent la bière et qui chante mal, un qui fait du cinéma, qui est très beau, qui fait bien la bolognaise, un qui vit dans une roulotte, qui joue du violon et qui ne se brosse jamais les dents, un qui se marie, qui a du riz dans les cheveux et qui craque sa robe. Normalement, ça ne devrait pas être un problème. Ça ne devrait pas être grave du tout. Le problème, c'est que tout le monde est trop différent. Personne ne se comprend. Tout le monde croit qu'il a raison, que son avis est le meilleur et que c'est les autres les cons. Alors qu'en fait, si on réfléchit, on pourrait être n'importe qui. En plus, on est tous pareils. Tout le monde veut ce que tout le monde veut. Se réveiller tard, dans un bon lit, avec une belle couette, sentir l'odeur du chocolat chaud et des tartines rôties, s'étirer, écouter les petits oiseaux, ouvrir la fenêtre, voir qu'il fait beau, descendre, faire des bisous et des gâtés. Tu as bien dormi? Tu as fait des beaux rêves? Se rappeler de ses rêves, raconter les meilleurs, voir la belle table mise dehors, miam, un œuf à la coque, un vrai œuf orange des poules de la voisine. Manger tous ensemble, sous les arbres et les petits cuicuis, donner ses miettes aux oiseaux, le gras du jambon au chat, avoir une bonne idée, et si on allait cueillir des pommes, et si on fabriquait une cabane, et si on pêchait un brochet, partir à l'aventure, boire de l'eau si on a soif, rencontrer un nouveau copain. Comment tu t'appelles? T'habites où? Tu veux jouer avec nous? D'accord. Être d'accord. Voir quelque chose qu'on n'avait jamais vu avant. Regardez, un poisson mort, un nid de cigogne, un voleur de banque. Nager, courir, être tout sale, rigoler, cueillir des fleurs pour maman, rentrer à la maison, merci mes chéris, faire un bon caca, prendre un bain avec de la mousse, jouer à Perfora, allumer un feu, faire cuire des saucisses, partager. Tout le monde en a eu assez? Raconter ses aventures, écouter les grands, chanter, regarder les étoiles filantes. Tu dors? Non, je regarde les étoiles filantes. Des fois, j'imagine que ça va aller, que la Terre n'explosera pas et qu'on finira par être heureux. Qu'on ne trouvera pas des mauvaises solutions comme habiter sous la terre dans des tunnels blancs, avec du faux air pour respirer, des pilules pour souper et des casques qu'on peut mettre sur sa tête pour avoir l'impression d'être dans une forêt, à la mer pour ceux qui préfèrent. J'imagine plutôt qu'on a besoin de soleil, d'horizon, de l'odeur de l'air, d'une casserole qui mijote, de prés, de vaches, d'une vraie forêt. Un jour, je vais oublier tout ce que j'ai pensé pendant mon enfance.
je me serais transformée en adulte, en connard. Parce que j'ai bien réfléchi. Et je crois que les adultes sont des connards. Déjà, un adulte ne joue jamais. Il ne lit jamais d'histoire, il ne saute jamais sur son lit, il ne fait jamais de pique-nique, il ne grimpe jamais dans les arbres, il ne fait jamais de toboggan. Il regarde juste un film de temps en temps, mais c'est tout. Et encore, il est tellement fatigué que souvent, il s'endort avant la fin. Il pense, c'est trop dur les aventures, on risque d'avoir faim, le bateau peut chavirer, on peut aussi mourir, il y a plus de risques. Et puis il y a les enfants, il faut bien qu'ils aillent à l'école pour travailler après et gagner des sous. On ne peut pas partir comme ça, s'en foutre de tout. C'est égoïste. C'est bien mieux de rester dans sa maison. Surtout si c'est une belle maison. On peut vivre des aventures dedans. Organiser des anniversaires pour les enfants, vendre des saucisses au rallye du Condro, faire un beau sapin à Noël. Les aventures dehors, c'est pour les autres, les têtes brûlées. Ceux qui sont restés des enfants, qui n'ont pas su grandir. Nous, on n'est pas comme ça. On est adultes. En fait, l'adulte a peur. Il a tout le temps peur, de tout. Surtout de ne plus avoir de sous. Il croit que si jamais il n'a plus de sous, il mourra. Alors que ça ne fait pas mourir de ne plus avoir de sous. On n'a plus de sous, c'est tout. On peut finir par mourir si on habite sous un pont et que c'est l'hiver et qu'on tombe malade. Mais ça vient au fur et à mesure, pas tout de suite. Sauf si on n'a vraiment pas de chance et que le premier jour où on n'a plus de sous, on se fait écraser. Un adulte, c'est un meurtrier, un assassin. Quelqu'un qui a suicidé le petit enfant qui habitait à l'intérieur de lui. Un jour, il a pris un fusil, il a mis son petit enfant contre un mur et il lui a dit « Ferme les yeux ». Pourquoi faire? Pour rien, tais-toi maintenant et fais ce que je dis. Sans se méfier, l'enfant a obéi. L'adulte a visé. Pan! L'enfant s'est écroulé. Vite, chercher un sac poubelle pour le cacher, le charger dans le coffre, rouler, le balancer dans la forêt. Bon appétit les sangliers. Juste avant de mourir, l'adulte recommence à penser à la vie, à tout ce qu'il voulait faire et qu'il n'a pas fait. Il regarde sa montre et il se dit « Aïe, 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 c'est trop tard ». Il se rend compte qu'il s'est trompé de vie. Il se demande si c'est vraiment lui. Est-ce que c'est vraiment moi qui ai vécu cette vie-là? Il se rappelle du jour où il a tué son petit enfant. Il n'y avait jamais repensé. Incroyable. Comment il a pu oublier? Il se rend compte qu'il a travaillé toute sa vie et que ça n'a servi à rien. Il n'a fait que des choses inutiles qu'il ne voulait pas faire. Sa vie est ratée. Alors, pour essayer de ne pas mourir trop malheureux, il se rappelle de ses meilleurs souvenirs. Ses souvenirs de quand il était petit. Je ne veux jamais être un adulte. Je ne veux jamais être malheureux. Je ne veux jamais être un connard. Mais j'ai peur. J'ai très peur. Je me dis, et si, quand on est petit, tout le monde se dit la même chose, mais que plus tard, personne n'y arrive? Et si personne n'y arrive, pourquoi moi j'y arriverai? L'enfant est là, contre le mur, les yeux bandés pour sa surprise. Mon fusil est braqué sur lui, le bras tendu, le doigt sur la détente. Je transpire des grosses gouttes. Je n'ose pas tirer tout de suite comme il faut faire normalement. J'hésite un peu trop longtemps. L'enfant me demande « Mais qu'est-ce que tu fais ?»« Rien. Attends encore un peu, ça va venir. » Alors je me concentre pour y arriver, mais je n'y arrive pas. « C'est bon là ?»« Mais non, attends !» L'enfant en a marre. Il retire le bandeau. Il me voit, avec mon fusil braqué sur lui, en train de transpirer. Je vois ses yeux qui comprennent. Là, c'est fini. Je lâche. Pardon. J'ouvre les bras pour le serrer. Il vient. On pleure pendant des jours, comme ça, serré. Après, on va se moucher, on fait à manger et on part, main dans la main. Tant pis si les autres adultes se foutent de nous. L'autre solution, c'est une machine pour recommencer à penser, comme quand on était petit. Une machine pour recommencer à penser comme quand on était petit, une fois qu'on est adulte. On reçoit une lettre avec un rendez-vous où il faut se rendre et à quelle heure. C'est comme à l'école, gratuit et obligatoire, et ça fait pas mal, alors on y va. Une dame nous explique ce qui va se passer. C'est tranquille, chacun son tour, on prend un ticket, on discute avec les autres en attendant. Quand c'est à nous, on va dans la machine, la dame ferme la porte,
On s'assied, on ferme les yeux et on commence à pleurer. Tellement ça fait du bien de se rappeler. Ça dure quelques minutes et puis on sort. La dame nous donne un mouchoir, un petit bisou et un jus d'orange. On dit merci. Elle dit de rien. Maintenant vous êtes prêts. Évidemment, il faudra revenir de temps en temps. On dit pas de problème. C'est quand vous voulez. Et on commence à rigoler.